Le Chelsea d'Enzo Maresca vient de réaliser une véritable démonstration de football contre le FC Barcelone, bien aidé évidemment par l'expulsion de Ronald Araujo, mais même à 11 contre 11, les Blues ont complètement dominé les Blaugrana sur ce match. C'est grâce à un but contre son camp de Jules Koundé sur une nouvelle action dangereuse après un coup de pied arrêté que Chelsea a pu ouvrir la marque dans ce match. Ensuite, c'est un but absolument magnifique d'Estevan qui est venu doubler l'avantage pour les Blues et c'est Liam Delap qui a mis le dernier but pour parachever un large succès de Chelsea sur sa pelouse de Stamford Bridge contre un Barça en difficulté à la relance, en difficulté dans le jeu, en plus pas précis sur les quelques rares occasions qu'ils ont eues en première période. Et ensuite, en deuxième mi-temps, ils se sont fait complètement marcher dessus par les Blues à 10 contre 11. La méthode Enzo Maresca est vraiment en train de prendre du côté de Chelsea. Évidemment, ils ont remporté la Coupe du Monde des clubs. Ce n'est pas nouveau, Chelsea va mieux depuis la saison dernière. Mais là, je trouve que Chelsea a passé un cap sur les derniers matchs. L'équipe se comporte déjà mieux en première ligue sur ces dernières rencontres. Et là, ce soir, on a vu tout le collectif et aussi on a vu toutes les idées d'Enzo Maresca avec ce 11 qui commence à devenir un 11 type du côté des Blues. Pedro Neto en faux neuf, Rhys James qui intègre le milieu de terrain, une défense très solide avec aussi un pressing en individuel qui a énormément dérangé le Barça en première mi-temps à la relance. C'est très intéressant, je trouve, ce qu'a mis en place Enzo Maresca, notamment le rôle donné à Enzo Fernandez. On le sait, c'est un joueur absolument exceptionnel. On l'avait vu lors de sa première moitié de saison avec Benfica à l'époque. On l'avait vu aussi lors de la Coupe du Monde 2022 qu'Enzo Fernandez était un joueur plein de qualité. Il a pris du temps à prendre la mesure de ce qu'il devait apporter à Chelsea après son transfert de 120 millions d'euros. Mais là, il est en train de briller exceptionnellement bien dans ce rôle un petit peu plus haut sur le terrain. Et en plus, ce rôle un petit peu plus haut, ça permet de libérer de certaines responsabilités Caicedo qui peut faire ce qu'il fait mieux, c'est-à-dire ratisser un nombre incalculable de ballons au milieu de terrain. Évidemment, ce sont les éléments clés de Chelsea cette saison qui l'ont été ce soir. Il y a bien sûr la pépite Estevan, il y a aussi le duo Caicedo-Fernandez, voire même le trio avec Rhys James au milieu de terrain. Il y a évidemment l'un des tout meilleurs latéraux gauche au monde, Marc Cucurella, qui a été absolument exceptionnel sur ce match et qui est très très bon depuis le début de saison. Donc on va commencer évidemment par ces individualités fortes du côté des Blues, même si c'est avant tout une victoire collective ce soir, puisque c'est le fait que Chelsea a extrêmement bien pressé, a su tenir presque une individuelle à la perte du ballon contre le Barça sur cette rencontre, qui a posé beaucoup de problèmes au Barça et qui a ouvert le chemin de la victoire avant, bien sûr, le pétage de plomb d'Araujo et cette deuxième mi-temps où Chelsea a déroulé. Personnellement, la première individualité que j'ai envie de mentionner, c'est mon homme du match, c'est Marc Cucurella, qui a fait un travail exceptionnel défensivement sur Lamine Yamal, en ne le laissant pas respirer et en étant capable de le tenir en un contre un. C'est aussi ça qui est très important face à Lamine Yamal, parce que si tu as besoin de 2 voire 3 joueurs pour défendre dessus, ensuite il y a un déséquilibre qui est créé et Yamal, sur certaines actions, est capable d'identifier ce déséquilibre et de faire tourner le jeu. Et là, pour le coup, ce soir, Cucurella s'est presque battu tout le temps en un contre un dans les duels contre Yamal et a réussi à le tenir comme ça, son coéquipier en sélection. Alors, je ne sais pas s'il connaît quelques secrets grâce à ça de Lamine Yamal, mais en tout cas, il a très très bien défendu sur lui ce soir. Et il ne s'est pas arrêté à défendre puisqu'il a également attaqué. C'est lui qui provoque techniquement le carton rouge de Ronald Araujo en provoquant le deuxième jaune juste avant la mi-temps. C'est également lui qui est à la passe décisive pour Pedro Neto sur le premier but accordé de Chelsea sur ce match-là, puisque Chelsea a marqué une ribambelle de buts refusés sur cette rencontre. Cette saison, à chaque fois que je regarde un match de Chelsea, j'en ressors toujours avec le même enseignement, c'est que je suis impressionné par les performances de Moises Caicedo. L'Équatorien brille, je trouve, dans chacune des rencontres que j'ai pu voir des Blues cette saison. Et j'en ai vu quand même quelques-unes. Et à chaque fois, il m'impressionne. Toujours autant, toujours plus, même par sa capacité à avoir un réservoir sans fond. Finalement, on a l'impression que ce joueur ne s'arrêtera jamais de courir sur un terrain de foot. Et en plus, au-delà de courir, il le fait bien. Il sait où aller pour gêner la relance, pour gêner la transition, pour récupérer les ballons, pour se jeter. Aussi, c'est à quel moment ça vaut le coup de se jeter, à quel moment ça vaut le coup de temporiser. Avec ballon également, il est très juste, mais ce soir, je trouve que c'est sans ballon qu'il a brillé le plus. C'est incroyable de voir ce joueur évoluer au milieu de terrain comme une pieuvre en train de récupérer tous les ballons. Je suis vraiment impressionné. Je pense qu'il fait partie des meilleurs au monde actuellement dans son registre et j'ai d'ailleurs hâte de voir ce que ça va donner l'Équateur à la Coupe du Monde parce que c'est l'une des nations sud-américaines très prometteuses. Je pense qu'il y a une part d'explication dans le niveau incroyable de Moises Caicedo dernièrement qui se trouve dans le fait d'être associé à Enzo Fernandez et à Rhys James au milieu de terrain car ces deux joueurs complémentent parfaitement ses qualités. Enzo Fernandez qui se retrouve comme une sorte de numéro 10 dans ce système, libéré de quelques tâches défensives et surtout comme étant un petit peu le meneur de Chelsea
au pressing, orientant ces 3 ailiers de formation qui sont sur le terrain avec Garnacho, Esteban et Pedro Neto au pressing. Enzo Fernandez, il comprend quand il faut y aller pour aller aider justement, fermer sur le pressing. On l'avait vu notamment sur une action où il était au poteau de corner contre Lamine Yamal en première période. Il comprend aussi quand il faut un petit peu temporiser la phase de pressing, ne pas trop se jeter, réintégrer un petit peu ce milieu à 3 dont il fait partie sur le papier. Et je trouve qu'Enzo Fernandez est excellent du coup sans ballon et avec ballon également, puisque ça permet évidemment de libérer les tâches créatives qui sont sur le dos de Moisés Caicedo dans ce milieu de terrain, avec un Enzo Fernandez qui est positionné devant lui sur la pelouse, plus haut sur le terrain. À côté de Caicedo, dans ce double pivot, il y a Reece James qui également comprend parfaitement comment fonctionner avec Caicedo. C'est un joueur qui est un petit peu plus cérébral, un petit peu plus dans le placement, alors que Caicedo va être dans l'effort de chaque instant. Et je trouve que ce double pivot fonctionne parfaitement. Reece James a parfaitement compris ce qu'on demande d'un 6-8 au milieu de terrain. Et en plus, il fait ça avec un pied qui est très précis, des transversales, des passes longues qui sont excellentes de la part de Reece James, une bonne intelligence de jeu. Ça, pour le coup, on l'avait vu avec sa précision de centre lorsqu'il était un latéral. Et donc, je suis vraiment très heureux de voir Caicedo évoluer à ce niveau-là. Et je pense que c'est aussi dû avec ses coéquipiers de grande classe qui l'accompagnent au milieu de terrain. Et c'est ce qu'on a vu sur la première mi-temps, surtout à 11 contre 11 contre le Barça ce soir. Sur le front de l'attaque de Chelsea, les performances convenables de Pedro Neto et de Garnacho ont été complètement éclipsées par un homme, un gamin, que dis-je, un gamin de 17 ans, brésilien qui vient de Palmeiras, Esteban, qui a été absolument incroyable encore une fois sur ce match. Alors bien sûr, on ne peut pas parler d'autre chose que de l'action, de son but, où il fait danser Koubarsi, évite Baldé et envoie une mine absolument impressionnante, la finition parfaite pour réussir à marquer dans cette position-là face à Johan Garcia. C'est exceptionnel ce que ce gamin dégage à chaque fois qu'il reçoit le ballon. On sent qu'il y a quelque chose qui peut se passer avec lui, à l'instar par exemple d'un Vinicius Junior dans sa jeunesse, d'un Lamine Yamal également actuellement, même si sur ce match-là ce n'était pas le cas. Lamine Yamal habituellement dégage ça lors d'une rencontre et je trouve ça absolument exceptionnel qu'un jeune de 17 ans qui vient d'arriver en Europe, en Angleterre en plus, soit déjà à ce niveau-là. L'adaptation a été express pour Esteban et je pense que c'est un beau témoin de son incroyable talent et de l'incroyable carrière qu'il va réussir à faire à Stamford Bridge. Ce que j'aime bien aussi tactiquement chez Maresca, c'est que Reece James au milieu de terrain, c'est très bien trouvé, très intelligent et en plus ça fonctionne avec un Malo Gusto qui a compris que parfois ça peut s'inverser, que Reece James a toujours ses automatismes derrière droit et parfois c'est Malo Gusto qui lui va venir attaquer ou défendre dans ce double pivot, dans ce milieu de terrain et ça fonctionne très bien. Il y a même eu des matchs cette saison où c'était plutôt Malo Gusto le milieu de terrain et plutôt Reece James le latéral et je trouve que ce duo qui fonctionne ensemble est très intéressant. D'ailleurs, petit aparté, je pense que le Real Madrid et Xabi Alonso devraient s'inspirer de cette manière de fonctionner avec Federico Valverde et Trent Alexander-Arnold au Real Madrid. Je referme cette parenthèse et cet aparté, on en parlera quand ce sera le moment de parler du Real Madrid. Mais en tout cas, je suis très heureux de voir que ça fonctionne pour Malo Gusto à Chelsea. C'est un joueur que j'aimais bien déjà du côté de Lyon. Pour le coup, c'est un joueur que je trouvais très intéressant, même s'il y avait par moments un petit peu des déconnexions. Après, c'est le cas chez beaucoup de jeunes joueurs, donc on ne lui en voulait pas à l'époque. Et là, je l'ai trouvé très sérieux, très appliqué défensivement. Malheureusement, il a dû sortir à la mi-temps. Potentiellement, son contact, je crois, c'était avec Robert Lewandowski en fin de première période. Peut-être que c'est physique, peut-être que c'est un choix tactique aussi de la part de Maresca qui a vu qu'il menait au score et qui s'est permis d'aligner une équipe un peu plus offensive puisqu'ils étaient à 11 contre 10 Chelsea sur ce match-là. En tout cas, très belle performance défensive sur cette rencontre avec beaucoup de tacts, de belles interventions de la part de Malo Gusto. Enfin, il faut aussi féliciter la charnière centrale de Chelsea. Alors, elle a eu très peu de travail en seconde période puisque le Barça à 10 n'a vraiment pas réussi à trouver la faille, à attaquer, à réussir à chambouler un petit peu le fil de ce match. Par contre, en première mi-temps, à 11 contre 11, je trouve que la charnière centrale Chalobah Fofana de Chelsea a fait un très bon travail sur Robert Lewandowski en le forçant à dézoner très bas. Et il y a finalement une seule action où cette charnière centrale s'est trouée. C'est sur l'énorme occasion de Ferran Torres qui, heureusement pour eux, la met à côté et se trouve complètement. En face, j'ai déjà mentionné quelques mauvaises prestations, mais il y a un nom que je n'ai pas encore mentionné dans ce débrief, c'est celui d'Hansi Flick, qui est l'entraîneur, qui est celui qui choisit la composition d'équipe et qui ce soir est celui qui a choisi d'aligner Ronald Araujo dans un grand match. Encore une fois, encore cette erreur. La dernière fois, j'avais débriefé le match contre Séville où il avait été absolument ignoble. L'an dernier, il avait presque coûté la qualification au Barça contre l'Inter. On peut se rappeler aussi de son carton rouge contre le PSG il y a 2 ans. Ronald Araujo n'est pas bon dans les grands matchs, tout simplement. Il va falloir s'y faire. Et c'est un problème du côté du Barça de le mettre sur la pelouse, à mes yeux, dans un grand match. C'est une erreur de la part d'Hansi Flick de lui avoir fait confiance. Alors, le problème, c'est qu'au Barça, il n'y a pas grand monde derrière. Il y a Eric Garcia qui, dernièrement, est utilisé comme un milieu de terrain qui pourrait, et comme il l'a fait en deuxième mi-temps, réintégrer la charnière centrale.
centrale. Il y a Christensen qui revient aussi de blessure, maladie, mais qui n'a pas encore vraiment lancé sa saison. Mais en tout cas, on voit là l'immense perte qui est le départ d'Inigo Martinez. C'est très grave pour moi, pour le Barça, de ne pas l'avoir remplacé cet été, parce que même Koubarsi, je trouve, est moins bon à côté de Eric Garcia, Christensen, Araujo, qu'il ne l'était à côté d'Inigo Martinez. Ça ne fonctionne plus défensivement au Barça. Un autre joueur pour qui ça ne marche plus défensivement au Barça, c'est Jules Koundé. Ça marchait très bien les saisons précédentes. Cette saison, ça ne va pas du tout. Alors le CSC, il peut pas faire grand-chose, c'est un cafouillage, on est bien d'accord. Mais sur le reste du match, on n'a pas du tout vu un Koundé capable de s'imposer dans les duels, capable aussi parfois, quand l'équipe a le ballon, de proposer offensivement. On avait vu Koundé être un joueur intéressant offensivement par moment sur les saisons précédentes. Cette saison, c'est beaucoup plus compliqué pour le Français. De l'autre côté, Baldé n'a jamais été connu pour être un défenseur hors pair et on l'a encore vu sur ce match-là, même si j'ai pas nécessairement envie de lui tomber dessus aujourd'hui. Et Koubarsi lui-même, donc, était un petit peu perdu et se fait complètement manger et avoir par Esteban sur le second but. Et le vrai souci sur ce match-là, et surtout sur cette première mi-temps, qui est la plus intéressante à analyser, puisqu'il y a 11 contre 11 du côté du Barça, le vrai souci, ce n'était même pas défensivement sur cette première période, c'était à la relance. Chelsea a proposé un pressing en individuel sur les joueurs du Barça, et ils ont complètement paniqué. J'ai l'impression que dans cette équipe, personne n'est capable de jouer sous pression dans la ligne de 5, voire même dans les 7 joueurs derrière. Je compte Eric Garcia et Frankie de Jong aussi là-dedans et Johan Garcia le gardien. J'ai l'impression que personne de tous ces joueurs-là ne sont capables de jouer avec le ballon dans les pieds sous pression sur cette pelouse de Stamford Bridge. C'est l'impression qui m'a été dégagée sur cette première mi-temps et c'est très grave du côté du Barça parce que bah, ça montre que soit on ne travaille pas suffisamment les circuits de passe, qu'on n'est pas suffisamment en confiance avec le ballon, ou alors c'est les joueurs carrément qui n'ont pas le niveau. Ça, c'est à vous de me le dire en commentaire. Mais en tout cas, très inquiet de ce qu'on a vu sur cette première mi-temps de la part du Barça, très inquiet également de l'apport au milieu de terrain qui a été quasiment nul de la part de Frankie de Jong, de la part aussi d'Eric Garcia et de Fermin Lopez. Les trois se sont tout simplement fait bouffer. Et alors, évidemment, très déçu également de Lamine Yamal, qui pour le coup s'est fait étouffer par Cucurella. Alors, ça arrive à des gens bien de se faire étouffer par Cucurella. Et Lamine Yamal n'a pas été aidé, puisqu'il était très souvent en situation de 1 contre 1, voire de 1 contre 2 sur son aile. Il n'était pas aidé notamment par des montées de Jules Koundé qui n'avaient pas lieu. Il n'y avait pas non plus de joueurs qui venaient dans sa zone pour combiner. Très compliqué donc pour Yamal sur ce match-là. En point, j'en ai déjà parlé, Lewandowski était très bien cadré par la charnière centrale dans cette défense presque individuelle de Chelsea. Et de l'autre côté, il y avait un joueur qui avait une grande liberté de mouvement, puisqu'on l'a retrouvé plusieurs fois dans des positions dans la surface en pointe et plusieurs fois sur l'aile gauche. C'est Ferran Torres qui a eu son ballon de but, son énorme occasion, lui qui est le meilleur buteur cette saison du Barça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est complètement troué. C'est le Robert Sanchez est quasiment déjà parti, qui est déjà couché de l'autre côté. Il a réussi à trop ouvrir son pied et l'a raté. Oh, ça arrive hein, de rater des occasions pareilles, évidemment, mais ça fait très mal quand on fait le fil du match du Barça, puisque la rencontre serait tout autre si le Barça avait mené 1-0, puisque ça aurait sans doute libéré les Barcelonais de cette grosse pression qu'ils avaient sur les épaules sur cette rencontre. J'ai vraiment senti une équipe sous pression, une équipe qui n'arrivait pas à s'en libérer, et ça a évidemment empiré après le carton rouge stupide d'Araujo. En tout cas, les fans de Chelsea peuvent avoir le sourire ce soir. Il faut savourer cette belle victoire 3-0 face à une équipe qui est presque un rival pour les Blues après ce qui s'est passé en 2009 et ce qui s'est passé ensuite en plus en 2012. Il y a aussi un affrontement en 2018 entre Chelsea et le Barça. Donc victoire très importante pour Chelsea qui se place désormais cinquième dans la phase de Ligue de la Ligue des Champions. C'est provisoire, bien sûr, puisqu'il y a des matchs demain de la cinquième journée de cette phase de Ligue. En tout cas, Chelsea a pris clairement le bon wagon pour atteindre le top 8 et s'éviter des 16e de finale, là où le Barça, ce sera beaucoup plus difficile pour eux, puisqu'ils pointent ce soir à la 15e position. Ce week-end, les Blues vont retrouver le rival londonien Arsenal à la maison à Stamford Bridge. C'est le test grandeur nature pour voir si ce Chelsea de Maresca est capable de jouer dans la cour des plus grands. Car le Barça que Chelsea a affronté ce soir est un Barça encore un petit peu diminué, un petit peu malade aussi. Un Barça qui a certes explosé l'Athletic Club ce week-end, mais qui a eu du mal, notamment par exemple dans le Classico ou contre le PSG cette saison. Donc là, Chelsea, c'est le test le plus important. Pour ce qui est de la Ligue des Champions, les Blues joueront contre l'Atalanta. Ils iront à Bergame lors du prochain match de Ligue des Champions. Un match assez difficile sur le papier, même si c'est à la portée, bien sûr, de Chelsea. Mais j'ai surtout hâte de voir ce que ça va donner ce week-end contre les Gunners, un match que je vais débriefer sur cette chaîne YouTube dimanche soir. Pour le Barça, petit match, entre guillemets, ce week-end, puisque c'est la réception d'Alaves qui pointe son nez en Liga. Par contre, après, en Liga, toujours, ce sera l'Atlético. La semaine prochaine, un match en semaine, c'est les matchs décalés par rapport à la Super Coupe d'Espagne. En Ligue des Champions, ça devrait être facile. Le Barça a une revanche à prendre contre Francfort. Ils vont l'accueillir dans le Camp Nou encore en travaux. On verra si cette fois-ci, les fans de Francfort empêchent à nouveau les fans du Barça de sortir de l'enceinte. En tout cas, triste soirée pour les fans du Barça qui prennent 3-0, qui voient Araujo réaliser une nouvelle performance
clownesque et qui, en plus, du coup, s'enfonce un petit peu dans une zone plus dangereuse en Ligue des Champions avec cette 15e place. Merci à vous d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, pensez à laisser un like, à vous abonner si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire qui est votre homme du match de cette rencontre, si c'est Kukureya comme moi, si c'est quelqu'un d'autre, ça m'intéresse beaucoup de vous lire. Quant à moi, je vous retrouve dès demain soir pour un autre débrief, le débrief de l'immense Arsenal Bayern, le choc des titans, le match au sommet de cette phase de Ligue des Champions, le match entre les deux équipes qui n'ont pas encore perdu, peut-être les deux meilleures équipes d'Europe. J'ai hâte de voir la rencontre et surtout j'ai hâte de vous la débriefer demain soir. Donc pensez à vous abonner, à mettre la petite cloche sur YouTube si vous voulez avoir la notif quand mon débrief sera prêt demain soir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Passez une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt sur les analyses du Guy. Salut à tous, ciao.